Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Sans Transition. Je reçois aujourd'hui Madame Anne-Sophie Grave. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Est-ce que vous pouvez nous présenter CDC Habitat pour commencer ? CDC Habitat, donc nous sommes un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Ça veut dire que nous adressons toute la chaîne du logement, depuis l'hébergement d'urgence, le logement locatif social, le logement locatif intermédiaire, mais aussi l'accession sociale à la propriété. Nous gérons 540 000 logements en métropole et en outre-mer, et c'est à peu près 80% de logements locatifs sociaux et 20% de logements locatifs intermédiaires. Merci beaucoup pour ce préambule. On a un marché immobilier qui nage en pleine incertitude avec une crise du logement importante, l'industrie de la promotion-construction qui s'impatiente et s'inquiète. Quelle est votre analyse du marché aujourd'hui ? Alors, il est vrai qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, moins d'accédants ou de candidats à l'accession à la propriété arrivent à acquérir un logement. De ce fait, effectivement, on est confronté à une crise de la demande. Et puis, par ailleurs, on a eu les conséquences de la guerre en Ukraine, crise de l'énergie, augmentation du coût des matériaux, et puis un foncier qui reste toujours, dont les prix restent élevés. Donc en fait, on est aussi sur des prix de revient d'opérations qui restent chers. Et donc la conjonction en fait de ces différents facteurs fait qu'on rencontre aujourd'hui une crise de la production de logements. Et quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, on est au plus bas niveau depuis l'année 2016. D'accord. Comment CDC Habitat navigue dans cette période et comment vous soutenez peut-être la production ? Alors, nous avons décidé d'agir et donc nous avons lancé un plan de soutien à la production de logements qui va représenter 17 000 logements qu'on vient donc précommander auprès de la promotion immobilière. 17 000 logements, 12 000 logements locatifs intermédiaires et 5 000 logements locatifs sociaux. Et c'est vraiment notre objectif, c'est comment on peut permettre à des chantiers de démarrer. D'accord. Le secteur connaît de fortes pressions réglementaires. On a le zéro artificialisation nette, la RE 2020, le diagnostic de performance énergétique et le décret tertiaire. Comment vous faites à ces contraintes ? Alors, nous sommes plutôt inscrits de manière volontariste, en fait, dans la trajectoire 1,5 degré du plan climat ou la stratégie nationale bas carbone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, par rapport à la loi climat, est-ce que vous évoquiez les DPE, c'est-à-dire comment traite-t-on les logements les plus énergivores, ceux qui sont en étiquette F et G notamment. Alors, nous sommes plutôt très en avance par rapport à ce sujet-là, puisqu'il nous reste moins de 1% de nos logements en étiquette F et G d'un point de vue de la consommation énergétique. Et c'est très important parce que quand on amène un logement en étiquette F et G en étiquette C, par exemple, ou B, c'est une diminution de la consommation énergétique de l'ordre de 15 à 30% sur un logement. Et c'est important aussi pour le locataire, puisque ça veut dire que ses charges énergie vont diminuer d'autant. Donc aujourd'hui, je dirais, nos réhabilitations thermiques, eh bien, nous les avons déjà réalisées, puisque ça fait depuis de longues années que nous traitons ce sujet. Par contre, nous allons avoir un autre enjeu, parce qu'aujourd'hui, dans le DPE, il y a ce que j'appellerais deux jambes. Il y a la partie des consommations énergétiques, et puis il y a la partie aussi, la jambe, si je puis dire, des émissions des gaz à effet de serre. Et là, c'est un enjeu pour nous nouveau, puisque aujourd'hui, comme beaucoup de bailleurs, notre parc de logements est chauffé à 60% au gaz, 22% des réseaux de chaleur urbains et puis 17% à l'électricité. Donc le gaz, comme vous le savez, est une énergie fossile, sauf si on fait appel au gaz vert. Et donc il va nous falloir accélérer le recours à des énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se raccorder davantage à des réseaux de chaleur urbains vertueux. Par exemple, aujourd'hui, en Île-de-France, nous avons identifié dans notre parc 12 000 logements que nous serions susceptibles de raccorder à des réseaux de chaleur urbains. Ça veut dire aussi faire appel à la géothermie, faire appel à l'énergie solaire, aux pompes à chaleur. Donc c'est un enjeu complètement majeur. Et donc nous sommes fixés, nous avons pris un engagement, je dirais, assez ambitieux, puisqu'il est de diminuer de 35% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc un parc
vertueux d'un point de vue des consommations énergétiques, et puis un parc de logements sur lequel nous devons encore travailler pour améliorer les émissions et faire diminuer surtout les émissions de gaz à effet de serre. Et j'ajouterais que tout ceci doit s'accompagner et s'accompagne aujourd'hui de sensibilisation auprès de nos locataires aux éco-gestes. C'est vrai que l'hiver dernier, nous avons pris beaucoup de dispositions sur la sobriété énergétique, répondant, je dirais, aux demandes des pouvoirs publics de diminuer de 10% par cette sobriété énergétique les consommations énergétiques. Et pour cela, parce que nous avons déjà un parc vertueux, ça a consisté essentiellement à accompagner nos locataires sur les éco-gestes pour mieux gérer en fait gérer son logement et de ce fait son budget énergie. Et un mot sur le ZAN, on a parlé du contexte et de la crise du logement. Comment continuer à produire du logement tout en respectant les nouvelles réglementations ? Alors c'est vrai que je dirais c'est un peu ce paradoxe auquel nous sommes confrontés, comment continuer à produire davantage de logements en artificialisant moins les sols. Pour cela, nous avons pris une orientation, je dirais, assez forte dès l'année 2021, mais qui s'est concrétisée, je dirais, à partir de 2022, qui était de se dire, eh bien, pour répondre effectivement à cette injonction de produire plus en artificialisant moins les sols, eh bien, il faut aller davantage sur de la reconversion de sites existants, de la reconversion de friches ou du recyclage de bâtiments. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, dans une commune près de Lille, il y avait en centre-ville une ancienne briqueterie. On est dans le nord, donc la brique là-bas est un matériau très important. Donc une briqueterie désaffectée que nous allons reconvertir en un quartier de 500 logements, donc à la fois du social, de l'intermédiaire, de l'accession à la propriété, mais aussi des équipements publics. Et donc là, on voit bien, c'est déjà un foncier artificialisé sur lequel on vient construire du logement. Autre exemple, dans le cadre d'inventer la métropole du Grand Paris, nous avions remporté une consultation à Thiers-Orly. Et là, nous travaillons sur 14 hectares. Nous allons créer à terme un quartier de 3000 logements, donc là aussi très, très mixte avec des équipements publics. Mais surtout, sur ces 14 hectares, nous allons désimperméabiliser et renaturer 8 hectares, c'est-à-dire la moitié de ce site va être redonnée à la nature tout en construisant du logement. Puisque là-bas, on est effectivement sur des d'anciennes zones d'entrepôt, donc ce sont des territoires très imperméabilisés. Autre champ exploratoire, ce sont les zones commerciales en entrée de ville. Vous savez, ces zones commerciales qui ont été construites souvent en périphérie des villes, bien souvent l'urbanisme a finalement regagné ces territoires, donc elles ne sont plus vraiment des périphéries. Néanmoins, aujourd'hui, ce sont des zones très artificialisées, on a ces grands parkings aériens. Et donc là aussi, on se dit, et puis on voit bien que la grande distribution réfléchit à son modèle. Aujourd'hui, le modèle des hypermarchés est un peu remis en question. Il n'y a pas forcément besoin d'autant de surface. Donc en croisant effectivement ces réflexions de la grande distribution et puis ce besoin à la fois de créer du logement et de désimperméabiliser, eh bien on se dit voilà, ce sont des zones à restructurer aussi d'un point de vue urbain pour leur redonner de la qualité urbaine, et puis qui vont cocher, je dirais, toutes les cases. C'est-à-dire on va pouvoir désimperméabiliser, renaturer, et puis créer des quartiers, voilà, mixtes et durables. Et pour cela, nous avons créé, je dirais, une foncière avec la Banque des Territoires et le groupe Fray pour venir en fait restructurer ces zones commerciales en entrée de ville, parce que ce sont des vrais projets de renouvellement urbain et je dirais des projets d'assez long terme. Entendu. On est passé d'une logique d'atténuation du changement climatique à une logique d'adaptation. Comment CDC Habitat s'adapte à ces évolutions de logique ? Alors bien, je dirais, ça fait partie d'un point central en fait de notre projet stratégique. Donc j'ai évoqué effectivement l'adaptation aux ZAN. J'aurais pu évoquer aussi l'adaptation à la réglementation environnementale 2020, puisqu'aujourd'hui effectivement notre production nouvelle s'inscrit dans cette nouvelle réglementation, et nous avons en fait pour ambition d'essayer même d'aller un peu plus vite par rapport à ce que nous demande la réglementation, puisque dans cette réglementation, comme vous savez, il y a des cibles
à l'horizon 2025. Il y a des cibles à l'horizon 2028 sur comment on est de plus en plus vertueux par rapport, je dirais notamment à des constructions bas carbone. Et donc, nous nous sommes fixés comme objectif de nous dire, dès à présent, par rapport à la cible 2025, nous allons essayer de faire en sorte que notre production nouvelle de logements, qu'un quart de cette production soit déjà à la cible 2025, et puis ensuite 50%, et puis quand on sera en 2025, on attaquera plutôt la cible 2028 pour chaque fois, effectivement, essayer de se mettre en avance par rapport à ces cibles-là. Donc, c'est bien ça notre sujet. Comment on anticipe en fait ces évolutions réglementaires. Aujourd'hui, on souhaite même aller plus loin en regardant comment on peut aussi aller plus loin sur l'adaptation au changement climatique. Alors, on l'a déjà évoqué d'une certaine façon, que ce soit avec un parc vertueux sur les consommations énergétiques, que ce soit avec les émissions de gaz à effet de serre. Mais nous avons la conviction aussi que sur les bâtiments, il y a un enjeu majeur pour demain qui est celui de la résilience de nos bâtiments par rapport aux événements climatiques majeurs. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on voit bien, on est confronté de plus en plus en métropole, alors ce que connaît l'outre-mer depuis des années, qui peuvent être, je dirais, des très fortes tempêtes, qui peuvent être des inondations, qui peuvent être des épisodes de sécheresse, comme on en a connu l'été dernier, comme on en connaît encore cet été. Et par rapport à cela, est-ce que notre bâtiment, est-ce qu'il est résilient ? Donc on a mis au point une méthode qui s'appelle le diagnostic de performance résilience. On a pris notre patrimoine, on a regardé, on a pris le scénario du GIEC, un des scénarios les plus pessimistes, et on a regardé en fait notre patrimoine qui était le plus exposé à ces risques climatiques. Et dorénavant, quand nous allons faire une réhabilitation d'un bâtiment, nous allons intégrer cette question de la résilience et consacrer un petit budget en fait pour rendre notre patrimoine plus résilient en fait à ces événements climatiques. Alors c'est souvent des renforcements, par exemple de la structure du bâtiment. D'accord. Plus largement, je sais que CDC Habitat est engagé sur des questions d'innovation, d'inclusion, de durabilité, de mixité. Quelle est votre vision de la ville de demain ? Alors, pour nous, ce qui est très important, c'est vraiment, je dirais, à la fois la question de la mixité. Mixité au sens large, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une mixité d'abord fonctionnelle, donc on ait des quartiers effectivement où on trouve différents usages, donc certes du logement, mais aussi des commerces, mais aussi des équipements, donc mixité fonctionnelle, et non pas des grands quartiers monofonctionnels, notamment en termes de logement. Mixité aussi en termes de logement, c'est-à-dire qu'on peut trouver du social, on peut trouver de l'intermédiaire et on peut trouver de l'accession à la propriété. Donc on adresse effectivement je dirais tous les besoins, c'est-à-dire des logements vraiment accessibles à tous. Et puis bien sûr, je dirais la question de la durabilité de ce que l'on construit, donc des quartiers durables, mais ça veut dire aussi, je dirais, des circuits courts. Nous sommes, par exemple, investis beaucoup sur le réemploi aujourd'hui, donc on parle beaucoup des circuits courts, par exemple pour l'alimentation, mais c'est vrai aussi sur les bâtiments. Comment effectivement, par exemple, dans nos réhabilitations de logements aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers du réemploi de matériaux. Voilà, d'être dans des circuits vertueux. Vous avez évoqué aussi l'innovation. Donc sur l'innovation et justement cette ville de demain et cette adaptation au changement climatique, aujourd'hui je pourrais vous prendre deux exemples. J'ai parlé des événements climatiques majeurs, donc je reviens à la question de la sécheresse, et ça veut dire la ressource en eau qui devient quand même un enjeu majeur de la ville de demain. Nous avons travaillé en open innovation en essayant de sélectionner des startups sur ce sujet-là pour travailler au recyclage des eaux grises. Donc 3 startups ont été identifiées, nous allons l'expérimenter sur certains bâtiments. Autre exemple, toujours cette ville de demain, alors je vais peut-être plus être au sud là de la France, mais nous avons fait le même travail avec des startups pour identifier des startups qui puissent nous accompagner sur la question
des peintures réfléchissantes. Vous savez, on parle de plus en plus de faire des toits, je dirais pas en blanc, mais c'est quand même derrière, il y a une technicité par rapport à ce type de peinture. Et nous allons aussi, voilà, expérimenter ce genre de sujet. Et donc là, c'est traiter le confort d'été. Et donc dans cette ville de demain, effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de demandes de la part de nos concitoyens quand ils vivent en ville, de nature en ville, mais aussi d'îlots de fraîcheur. Donc voilà, donc ce confort d'été, on va le traiter dans le bâti, et surtout en évitant les climatisations, hein, c'est bien ça l'objectif, mais il faut le traiter aussi dans la conception de la ville de demain. Et voilà, et notamment ces îlots de fraîcheur sont tout à fait primordiaux dans cette ville de demain. Anne-Sophie Grave, merci beaucoup d'avoir répondu avec quelques questions. Merci de nous avoir suivis.